Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouveau podcast que j'ai nommé Risk Taker. Ce podcast a pour but d'échanger avec différentes personnes sur un sujet bien précis, la prise de risque. J'aimerais mener une discussion avec chaque invité afin de vous montrer ce qu'est le risque pour chacun et de comment le gérer afin de faire des choses incroyables tout au long de notre vie. J'espère pouvoir vous apporter des réponses tout en apprenant moi aussi de mes invités. Vous présenter des expériences de vie incroyables et vous booster. Mais surtout, je vais vous donner l'envie de dépasser vos peurs et de réaliser vos rêves les plus fous. Je m'appelle Jonas Bell et j'ai l'honneur de vous présenter Risk Taker. Aujourd'hui, je suis avec Fred Roux. C'est un alpiniste valaisan. Ayant grandi dans les Alpes, il n'hésita pas à s'envoler pour l'Himalaya afin de gravir les plus hauts sommets du monde. Pour faire bref, c'est un guide complet qui adore vivre des expériences incroyables et hors du commun en montagne. Je trouve que Fred respire la joie de vivre et je suis très content de partager un moment avec lui. Bon, du coup, déjà, je suis déjà content que ça aille là et puis que tu aies accepté le rendez-vous. Ouais, pas de soucis. Nous, on se connaît pas. Ouais. Comment tu te présentes Là, je t'ai présenté en 2 mots. Comment tu te présentes, toi? Comment je me truc hyper simple. Moi, je commence à. Comment je pourrais me présenter? Moi, comme c'était très bien. Là. Moi, je suis guide valaisan. Je suis né en Suisse, à Verbier. Et puis, moi, je suis un amoureux de la montagne et de la nature. Ouais. Voilà. Et puis, tu as toujours voulu être en montagne, faire guide. Depuis tout petit. Faire guide. Ouais, toujours. Ouais, ça, c'était vraiment une passion depuis tout le début. Depuis que je suis petit, et quand j'étais gamin, je lisais des bouquins de montagne, j'écoutais des histoires. J'ai fait un peu, commencé la montagne tôt avec mon père. Après, j'ai fait des camps, jeunesse et sport. Et puis, j'ai toujours été passionné par. Ouais, donc en fait, c'était même pas une question. Tu savais que t'allais. Enfin, tu savais que t'allais faire guide ou peut-être être en montagne tout le temps, quoi. Oui, ouais, c'était l'objectif. Et puis tu savais par contre que t'allais aller par exemple à l'Himalaya ou faire des trucs complètement non, alors ça non, parce que je pense que la vie c'est une roue qui tourne, tu chopes une opportunité une fois qui t'amène sur une autre opportunité, puis une autre, et puis c'est un hasard. C'est clair que c'est un truc qui m'a toujours fait rêver, et puis quand j'ai eu l'occasion, la première fois d'y aller, j'ai sauté sur l'occasion, tu vois. Puis cette première fois, ça m'a amené à une deuxième fois, puis à une troisième, et puis ainsi de suite. Ouais, donc c'est un peu par chance ou par opportunité que t'as chopé le truc. Exactement. Et puis après, j'avais quand même des sommets, si tu veux, après dans la vie, il y a quand même des trucs que j'avais envie de faire. Et puis on s'est donné les moyens de réaliser nos rêves, quoi. Et au moins, comme par exemple les tours du Trango au Pakistan. Parce qu'à une époque, moi j'étais plus branché escalade, si tu veux. Ouais. Puis ça, c'était vraiment des toutes belles parois, grandes parois sur la planète. Et ça m'a toujours fait rêver, tu vois. Et puis avec des copains, on s'est dit, maintenant il faut absolument qu'on aille. Alors, on avait fait les démarches et tout, et puis on est parti là-bas. Vous avez fait le truc. Ouais. Ouais, donc ça c'était ton premier gros projet, gros rêve que tu voulais achever. Voilà, exact. Ouais. Et puis l'Himalaya, du coup, c'est venu après? Ouais, ça c'est en Himalaya. Après, si tu les 8000, c'est un peu différent parce que c'est pas tout à fait la même approche. À certains âges, je préférais faire des trucs beaucoup plus techniques. Ouais. Tu vois, plus technique, pas forcément aussi haut, mais c'était plus basé sur, je dirais, sur la technicité, puis sur. Et puis j'étais meilleur en escalade, surtout. Tu vois. Puis après, avec l'âge, je suis devenu meilleur, je suis devenu plus physique, et puis j'ai changé un peu ma façon de voir la montagne, puis j'étais sur des 8000. Ouais. Et puis t'as trouvé mieux ou moins bien ou différent? C'est quoi que t'as vécu là-bas que tu vis pas ici, par exemple? C'est cet esprit d'aventure, tu vois. Ici, c'est pas pareil, parce que tu vas faire un sommet ici. Tu peux encore faire des nouvelles voies, mais c'est pas facile à trouver un truc nouveau, tu vois. Tandis que là-bas, t'as quand même
plus de montagnes, donc tu as plus Ouais, de... immense. C'est immense, tu as plus de choix. Et puis cet esprit d'engagement, tu vois. Ici, tu sais que tu as un problème, tu appelles le 144, puis 2 heures de temps après, il y a l'hélico qui est là, tu vois. Puis qui veut venir te chercher. Tandis que là-bas, il n'y a pas ça. Et puis il y a aussi tout le voyage qui est autour, tu vois. Il n'y a pas que la montagne, il y a toute cette approche, les trekking, les moments que tu passes avec les gens là-bas, les personnes que tu rencontres sur place. C'est un tout, tu vois. Ouais, c'est quasiment. C'est le voyage, tout tu le vois. voyage que Voilà, tu comptes, quoi. exactement. Et puis après, c'est tout, exactement. Puis après, bah, si tu fais le sommet, bah, c'est la cerise sur le gâteau. Ouais, mais t'arrives pas tout le temps en haut, comme tu m'as dit avant. Voilà, non. Il y a plein de fois, on n'est pas arrivé en haut. Et puis ça te faisait quoi, justement, de faire tout le voyage pour pas arriver en haut? Parce que moi, c'est quelque chose que je me dis, moi, maintenant, là, quand je fais des projets Ouais, ou que je bosse sur moi pour ma réduc ou autre, ouais, de faire tout cet effort-là pour pas réussir ou pour arriver super haut, mais pas jusqu'où je voulais aller. Enfin, et Ouais. puis je me dis, ah putain, et puis d'un côté t'es frustré, puis d'un côté tu te rends compte quand même que t'as fait un bout de chemin incroyable. ouais. Oui. Mais il y a des trucs, c'est pas facile. C'est comme je pense, c'est comme un tout sport. Je pense que le mec qui fait 4e aux Jeux Olympiques, il doit avoir la même sensation, tu vois. Il y a des. Je sais pas comment expliquer. Il y a eu des expéditions. C'est vrai, peut-être qu'il y a des expéditions où j'étais au sommet, où j'ai eu moins de plaisir que de celles que j'ai pas été en haut. Tu vois. Mais sur certains sommets où j'ai pas pu aller à cause du mauvais temps, par exemple, tu vois, j'avais été au Cerro Torre en Patagonie. J'ai été plusieurs fois, j'ai fait d'autres sommets là-bas. Mais quand j'ai essayé le Cerro Torre, on était resté 2 semaines et 2 semaines. On avait 2 semaines de vacances et 2 semaines il faisait brouillard, Ouais. brouillard. Puis je suis rentré à la maison en ayant vu que des photos sur une carte postale, tu vois. Et c'est que après je suis retourné plus tard, par après, mais c'est quand même. C'est des rêves un peu qui sont inachevés, quoi. Et ça dans un coin de ma tête, ça m'embête un peu quand même. Ouais. Après, voilà, quoi. C'est la vie, c'est comme ça, on peut pas toujours tout. Ouais, il y a aussi une part d'inconnu. Voilà, tu peux pas tout réussir, tu peux pas tout. Et puis c'est vrai que des fois, par exemple, puis j'hésite à retourner, tu vois. Par exemple, au cadeau, j'étais 3 fois. Une fois, on a eu du mauvais temps. Les 2 autres fois, on a eu trop de neige. On faisait la trace, on n'a pas pu aller en haut. Mais ça me demandait tellement un grand investissement d'entraînement financier, de temps, que ça me travaille parce que j'aurais vraiment l'envie d'aller, de retourner, mais j'aurais pas envie de reprendre un but, tu vois. On dirait moi sur certains plans de ma vie, ouais. Tu vois, et ça m'embêterait de reprendre un but, et puis je me dis, puis maintenant j'ai passé une phase dans ma vie où je vois la vie différente, j'ai envie de faire d'autres choses, tu vois. Maintenant j'ai des enfants qui commencent à être grands, je vais grimper avec eux, je commence à faire un peu de la montagne, j'ai envie de partager ces moments-là Avec eux, avec pas eux, juste pour toi. voilà, voilà, exactement, que juste pour moi, parce que des fois c'est vrai que quand j'étais là-bas, je trouvais ça fabuleux, mais quand j'étais 2 mois là-bas, j'avais aussi un peu cette impression d'être égoïste, tu vois, de faire quelque chose que pour moi, parce qu'ils étaient en vacances ici, puis moi je savais qu'ils étaient en vacances scolaires, puis moi j'étais là-bas, et puis j'ai l'impression qu'il me manquait quelque chose, quoi. Ouais. Parce qu'ils ont quel âge maintenant? 17 et 14. Ah ouais, donc tu peux commencer à faire des trucs assez Voilà. cool. Ouais, exactement. Tu vois, l'année passée, on était faire du vélo, on fait des sorties en vélo, des trucs. Et franchement, c'est top, quoi. Ouais. Donc là, entre guillemets, quand t'es monté, quand tu pars en expédition, soit tu réussis, soit tu réussis pas. Je pense que tu as eu plein d'échecs, comme tu dis. C'est lequel, par exemple, on va commencer par les échecs, c'est lequel qui t'a touché le plus ou lequel qui te reste dans un coin de la tête et que tu dis, ah, soit je vais réessayer, soit. Ouais, c'est bah plus par possible. exemple, tu vois, le K2, on a été 2 fois. On a essayé 3 fois. Une fois, on a été, mais on a eu mauvais temps, on n'a pas pu essayer, vraiment essayer. Deuxième fois, on est monté à 7000 mètres. Nous, on a fait demi-tour. Puis les 2 personnes qui nous suivaient, ils sont continués. Puis ils sont morts 100 mètres plus haut dans une avalanche. Après, je suis retourné il y a quelques années en arrière. Et puis là,
on a abandonné peut-être à 300-400 mètres du sommet. Et ça, c'était quand même frustrant, parce que si tu veux, on était les premiers, et tout à coup, on avait un copain qui me faisait la météo, il nous annonçait une fenêtre météo assez bonne, puis nous, on était peut-être trop excités d'aller, on est parti peut-être un jour trop tôt, puis on a chopé pendant la nuit une monstre tempête de vent, et puis on a foncé dans la poudreuse jusqu'au niveau du bassin, quand tu as 8000 mètres, puis tu es sans oxygène, puis tu dois faire la trace, tu vois, c'est très bien que les chances, elles sont limites, tu vois. Puis après, à un moment donné, tu dois faire un calcul, tu dis peut-être que j'essaye. Peut-être tu vas monter 100 mètres plus haut pour prendre un risque de jamais redescendre, tu vois. Alors le but, c'est quand même de rentrer à la maison. Parce que K2, il va jamais bouger. J'aurai peut-être l'occasion un jour d'y retourner, ça c'est, tu vois. Ouais. Et puis ça, c'est intéressant, comment tu prends cette décision de dire là je redescends ou là je prends le risque de me mettre en danger, parce que t'as pas trop le droit à l'erreur. C'est une décision. Tu vois, par exemple, je prends le cas quand on était, il y a quelques années, la seconde tentative, on était vers 7005, et puis à l'acclimatation, on était monté, on avait traversé une grande pente, et puis il y avait beaucoup de neige, puis on sentait qu'il y avait la plaque avant, tu vois. Et puis on est redescendu, et puis le jour de la tentative, on est monté, il faisait grand beau, et puis tu vois, pour faire sans oxygène, il faut vraiment que toutes les conditions soient au top. Il faut pas qu'il y ait de vent, il faut qu'il fasse pas trop froid. Et il y avait tout ça qui était réuni. Et puis on arrivait à 7005, et puis il avait reneigé entre deux. Et puis il y avait plus de neige. Et puis à un moment donné, quand on arrivait à ce fameux endroit, on avait fait demi-tour déjà la fois d'avant, on s'est dit non, de Dieu, il y avait la plaque avant, il y a encore plus de neige. On est resté peut-être assis 1 heure à discuter dans la neige avec mon copain. Et c'était une décision pas facile, parce que si on savait qu'on faisait demi-tour, on rentrait à la maison. Parce qu'après, on n'avait plus d'énergie, on n'avait plus assez de temps pour récupérer, pour pouvoir refaire une autre tentative. C'était l'ultime chance, quoi. Puis on est resté un long moment à discuter. Et je pense que si j'avais eu 20 ans, j'aurais continué. Mais avec l'âge, tu deviens un peu plus raisonnable, et puis tu calcules les risques différemment. Et là, on s'est dit, non, de Dieu, on est quand même con d'essayer, parce qu'il y avait cette plaque avant. Il y a tous les signaux qui disaient qu'il ne fallait pas aller, tu vois. Et puis là, arrivaient 2 guides néo-zélandais derrière nous, et puis ils nous ont dit, ouais, les gars, il faut y aller, il fait grand beau, on se met les 4, on fait la trace, on va au sommet, tu vois, il faut absolument aller, tu vois. Puis nous, on a dit, non, nous, on descend. Et puis nous, on est rentrés. Puis là, en descendant, c'était hyper dur, parce qu'en un moment, on s'est dit, putain, on est con, on a loupé le sommet, tu vois. On aurait dû aller avec les Néo-Zélandais, on aurait dû se mettre les 4, faire la trace, puis peut-être qu'on faisait le sommet, tu vois. Puis là, il y a un moment donné, on s'est dit, on a eu un moment, on s'est dit, on est nul, on a pris la mauvaise décision, quoi. Et puis, celle-là, c'était difficile, on est parti un peu avec la queue entre les jambes, tu vois. T'es vraiment déçu. Puis on rentre, on arrive au beau camp de base, on commence la descente, et puis 2 jours après, on en prend une nouvelle, et les Néo-Zélandais, ils ont disparu, quoi. Et ils sont morts 100 mètres plus loin qu'on leur avait, où nous on s'est arrêté. Et c'est pour dire que, tu vois, si j'avais eu 20 ans, je serais avec les Néo-Zélandais, puis je serais pas là aujourd'hui, quoi. Je serais mort là-bas, tu vois. Ouais. Et après, avec l'âge, on est rentré, et c'est hyper triste à dire. C'est pas facile à dire ce que je veux dire, mais je suis pas content qu'il soit mort, hein, c'est pas ça que je veux dire. Je vois où tu veux en venir. Mais j'ai dit non de bleu, je suis content d'avoir pris cette décision. D'avoir pris la bonne décision. Ça m'a conforté dans mon choix, tu vois. Ouais. Et c'était une décision qui n'a pas été facile à prendre. Ouais. Ouais, les décisions, je pense, c'est la base de toute la vie. Tu peux faire des décisions à 7005 au K2 ou bien à Martigny en mode sécure, tu vois. Bah, tout à fait. Mais si tu prends les bonnes, ta vie, elle change tout. Puis si tu prends les mauvaises ou si tu et puis après, là, tu vois, c'est comme je te dis, je pense que dans mon expérience que j'ai eue en montagne, l'expérience, ça joue un grand rôle. Et puis l'âge. Et puis le parcours de vie, tu vois. Là, comme je t'ai dit, quand j'avais 20 ans, 18-20 ans, je prenais beaucoup plus de risques en montagne, quoi. Réfléchissais moins parce qu'on a l'impression qu'on était immortels, des surhommes, tu vois, que rien ne pouvait nous arriver.
Et puis là, mon copain, c'est Kobe, avec qui on s'est arrêté pour discuter dans la neige. Il a aussi une fille, moi j'ai 2 enfants, on était là. Et puis lui, il avait déjà 50 ans, moi j'en avais peut-être 45. Puis tu as des années de guide derrière, tu as déjà fait plusieurs sommets, tu te dis non de bleu, ça vaut pas la peine de vouloir traverser. Là, tu vois, tu quand même mieux temps de rentrer à la maison parce que là, il était quand même. Ouais. Tu vois, la vie c'est quand même sympa, il y a quand même plein de choses à faire autres que la montagne. Ouais. Puis du coup, tu disais, ouais, enfin, t'étais conscient que. T'as toujours été conscient que la montagne c'était, entre guillemets, prendre des risques. Comment tu peux définir le risque, entre guillemets, pour toi? Enfin, c'est quoi pour toi un risque? Ouais, ça c'est assez difficile. C'est difficile à répondre comme question parce que je pense que le risque. Moi, je prends dans mon domaine, quand je faisais de la montagne, par exemple, quand j'avais 18-20 ans, j'ai fait plusieurs fois des sommets en solo. Je savais que l'erreur, tu ne pouvais pas avoir d'erreur, autrement tu te tues. Mais je m'étais entraîné pour, je faisais pas des objectifs non plus suicidaires, tu vois. Quand je voulais faire un solo, je savais que j'avais les capacités techniques de le faire. Et technique et physique, donc le risque il est déjà, tu vois, diminué. Après c'est clair que tu as des risques, des dangers objectifs, tu peux te ramasser un caillou sur la tête, tu vois, une chute de sérac. Ouais, ça c'est différent. Pour toi la manière de diminuer les risques c'était de te préparer, t'entraîner. Voilà, ça c'est une partie. Tu diminues déjà fortement le risque, mais après c'est clair que quand tu fais certains trucs, je vais donner un autre exemple. Par exemple, une fois on devait traverser c'était nouveau K2, pour aller au pied de la Wand, on devait traverser un énorme glacier. Et puis au K2, à 8200 mètres, il y a un énorme sérac qui s'appelle Bottleneck. Et puis une fois par semaine, il casse comme ça. Puis il descendait, puis il traversait la vallée. Et puis il montait de l'autre côté de la vallée jusqu'au Broad Peak comme ça. Et puis nous, on devait traverser le cône d'avalanche. Alors les premiers temps, pour traverser le cône d'avalanche, on faisait tout un détour. Ça nous prenait 1 heure, 1h30 pour faire le détour, tu vois. Alors au début, on faisait le détour. Et puis un jour, on était fatigué. En rentrant, on était hyper fatigué. Puis on s'est aperçu que si on croisait tout au pied de la montagne, ça faisait comme une gorge. En 15 minutes, on pouvait couper le cône. Mais si pendant ces 15 minutes-là, t'es mort. Et on a essayé une fois, on a fait une fois, après on a fait 2 fois, et puis à la fin, on traversait toujours là, tu vois. Et après, avec le recul, tu dis, on était quand même con, quoi. On était quand même stupide, parce que c'est vraiment prendre 15 minutes de risque. Ça, c'est les risques gratuits, tu vois, ce que je veux dire, par rapport à avant. Avant, tu as un risque qui est calculé par rapport à ton entraînement, par rapport à ton entraînement, tes capacités techniques et tout, c'est un risque qui est calculé, que tu es d'accord de le prendre, mais ce qui est calculé. Tandis que là, c'était un risque complètement gratuit. Et ça... Dans le guillemets que tu joues, quoi. Tu joues aux cartes. Voilà. Et voilà, c'est comme tu joues la roulette russe, limite, tu vois. Et après, avec le temps, tu te dis, on est vraiment des abrutis de... je referai plus ça, tu vois. En vieillissant, je me dis, c'est trop bête, quoi. Pour 1h30 de marche, j'ai le temps de marcher 1h30 en plus, quoi. Ouais, pour 1h30 de marche, ça ne vaut pas le risque de prendre le risque de... Voilà, mais voilà, exactement. Mais il y a des moments, des fois quand j'avais cet l'âge-là, j'étais un peu con peut-être, je sais pas. Tu vois, je sais pas comment dire, mais voilà, quoi. Ouais, mais c'est comme quand t'es... comme quand t'es en freeride, là quand je skiais, puis que t'es au sommet d'une face, ou que t'as un gros caillou au milieu, soit tu le sautes, puis t'es tranquille, soit tu le sautes, puis tu fais un énorme backflip, puis tu prends le risque de le sauter tranquille, ou de faire un risque, pas pour le fun, mais pour... Ouais, peut-être pour trouver quelque chose, je sais pas. Ouais, mais c'est un peu la même chose. Mais c'est vrai en tout cas, moi, je vois au début, on faisait chaque fois le backflip, si tu veux. Et après, avec le temps, on fait plus le backflip, quoi. Ouais. Tu vois. Ouais. Et puis, le truc que tu dis là, c'est pour prouver quelque chose. Moi, je l'ai vécu, clairement, le jour de mon accident. C'était en fin de journée. Et je voulais
je voulais pas trop sauter, enfin j'y suis allé nonchalamment, et puis, sur un saut qui était correct, mais voilà, j'y suis allé sans trop d'ambition, et puis du coup je me suis pas engagé dans ce que je voulais faire, et puis c'est ça qui a fait que je suis tombé. Ouais. Et puis c'était aussi pour un peu prouver, parce qu'il y avait du monde autour, c'était la fin de journée, c'était cool de faire ça, Ouais. et puis alors qu'au fond je sentais que c'était pas C'était pas le truc à faire, quoi. où j'étais T'es pas dedans. j'étais pas Ouais, dedans, ouais. c'est ça qui m'a fait tomber. Ouais. T'as déjà vécu des moments comme ça où tu avais ton intuition qui disait quelque chose, et puis t'avais ton mental qui disait autre chose, ou t'écoutais tout le temps ton mental, ou t'écoutais que ton intuition? Ah, ça c'est difficile à répondre aussi, quoi. Après, peut-être en montagne c'est un peu différent parce qu'il y a un autre phénomène, c'est que il y a peut-être pas l'effet de groupe, tu vois. Là, tu viens de me dire qu'il y avait aussi plein de monde avec toi, tu vois. Tandis que nous, quand on grimpe, on est... En général, je suis tout seul, quoi. Tu vois. Et mon intuition, après, c'est plus un feeling par rapport à, je dirais, à essayer de gérer le mieux possible par rapport à mes connaissances, l'itinéraire, pour essayer de prendre le moins de risques possible, tu vois, par rapport au danger d'avalanche, par rapport à plein de trucs. Mais après, il y a des phénomènes que tu peux pas, que tu es obligé d'être... tu sais très bien que quand tu vas faire certains sommets, tu vas automatiquement prendre un risque, même si tu n'en veux pas en prendre, tu vois ce que je veux dire, parce qu'il y a les risques objectifs, l'avalanche, une chute de pierre, un truc, c'est des trucs que tu maîtrises pas, tu vois. Et puis ce genre de phénomène, avant de partir, tu sais, tu dois accepter tu vas faire tout pour essayer de diminuer le risque, mais tu dois accepter ce risque. Ouais. Alors après, c'est à toi de savoir jusqu'à quand tu as envie tu vois, d'accepter ça, quoi. Et puis, bon, là, typiquement, tu me parlais qu'il y a tu vois, des alpinistes qui sont morts et tout ça, le même jour que toi, juste grâce ou à cause d'une décision. Toi, enfin, de un, c'est quoi, en guillemets, ton rapport avec la mort, mais en même temps avec la vie? Enfin, quand tu penses à ça, que tu dis que t'es pas passé loin, ou tu dis que la vie, ça se joue à une décision, qu'est-ce que tu penses au final de la vie? En gros, quand tu reviens en Suisse, ou quand tu es là chez toi, tranquille avec tes enfants, qu'est-ce que tu penses de la vie? Je pense que la vie, pour moi, c'est quelque chose de... Moi, ce que j'aime dans la vie, c'est les moments que je partage avec mes copains, avec mes amis. Tu vois, par exemple, quand je vais faire des fois des trucs en montagne où j'étais tout seul, c'était cool, j'ai fait des trucs en solo tout seul. Mais après, quand je rentrais le soir, j'avais rien à partager, quoi. Moi, j'aime faire des sorties, par exemple, même des trucs tout con. On va faire une sortie en vélo, on était faire des sorties en parapente avec les copains, puis on se fend la gueule. C'est ces moments-là qui sont sympas, parce qu'après, quand tu te croises avec les potes, tu dis, oh, tu te rappelles le soir où on a bu des verres là-bas, où on a vu cette gonzesse, où on a fait les cons, ou le vol en parapente qu'on a fait le jour-là, ou tu vois. Et ces moments-là que je trouve qu'ils sont... c'est ces moments de partage avec les copains que j'aime, quoi. Je trouve qu'ils sont importants. Donc c'est à peu près ça pas qui définit la vie, mais qui a beaucoup d'importance pour toi. Moi, qui me tire en avant, ouais, c'est d'avoir des projets. Et dans les expéditions, j'aime ça aussi, parce que par exemple, quand je pars faire une expédition avec un copain, c'est des moments où on est loin pendant 2 mois, on n'a on n'a rien d'autre à penser qu'être à la montagne, tu vois. Et puis c'est des moments où on sait que tout seul, on peut pas réussir. On est obligé d'être 2, tu vois. Excuse-moi. Pas de souci. On est obligé d'être 2. Et puis t'es obligé de te faire confiance l'un à l'autre. Et puis c'est ces moments-là qui te lient une amitié très forte. Et puis c'est ces moments qu'après, quand tu rentres, c'est des moments de vie que tu as partagé avec quelqu'un qui te font des souvenirs incroyables et puis qui te lient une amitié dingue. Ouais. Ouais, je pense que c'est fort. Moi, je l'ai vécu un peu. Je l'ai vécu un peu à Barcelone. J'ai vécu quand je faisais des projets de ski. Et puis, même tout récemment, là, quand tu recroises des potes, ça fait du bien, ouais. Ouais. Ça fait du bien. Puis après, la mort, tu me posais la question sur la mort, j'essaie de pas y penser, tu vois. Si tu penses à ça tous les jours, tu vas pas loin non plus, quoi. Ouais.
Oui, non, je posais sur la mort, c'était pour faire le contraire. Enfin, Ouais, qu'est-ce que tu ouais. penses de la vie au final? Ouais, ouais, C'était plus pour ça. ok. Et puis, il y a un truc que je me demandais. Tu vois, tu me dis que tu as loupé 3 fois le K2. Là, Ouais. tu as envie d'y retourner ou pas? J'y retournerais bien, mais je crois pas que je vais y retourner parce que maintenant le problème c'est que ça commence, il y a eu plein de 8000 qui, ça commence à venir un peu commercial si tu veux. Puis il y a commencé à avoir plein de gens qui grimpent avec des bouteilles d'oxygène, des porteurs d'altitude, des cordes fixes. Puis ça sort un peu de ma philosophie de l'alpinisme, tu vois. Alors si je préférerais retourner grimper un sommet peut-être plus bas, moins connu, où tu es tout seul et puis en style alpin, tu vois, un truc plus technique, quoi. Ça me ferait beaucoup plus envie. Ouais, tes prochains projets, du coup, c'est quoi à peu près? Si t'en as déjà de prévu? Bah, pour l'instant pas, parce que je me suis viens de me blesser, je dois rester tranquille. Mais comme je te disais tout à l'heure, maintenant j'ai commencé à avoir des enfants, moi je les aurais bien amenés une fois grimper, pas forcément amener une fois grimper avec eux un truc au Pakistan ou faire un sommet avec eux comme ça. Pas forcément un truc haut, tu vois, un 6000, mais un truc un peu plus, dans les endroits un peu plus sauvages et puis peut-être un peu plus technique. Ouais. Ouais. Donc Voilà. c'est plutôt un projet ou un rêve à moyen long terme. Ouais, j'espère, ouais. Ouais. Je cherche plus cet effet d'aventure, tu vois, comme on disait avant, de voyage, de découvrir d'autres régions de Ouais, l'Himalaya. ouais. Puis comment tu fais justement pour te préparer à toutes ces aventures? Bah déjà, tu fais grimpe beaucoup ici, tu t'entraînes, moi je fais de la montagne toute l'année, tu vois, puis je m'entraîne, et puis après, T'as un plan précis où tu te dis ah, dans un an je sais que je vais aller je pars là ou je fais une expé au Pakistan pendant un an je m'entraîne mais je vais un petit peu au bol ou pendant un an je suis non, bah si hyper tu vois, motivé. j'ai déjà, avant de partir, j'ai déjà un objectif déjà là-bas, je sais déjà à peu près ce que j'aimerais aller grimper, tu vois. Puis par rapport à la ligne que j'aimerais aller, j'aimerais m'entraîner, il faut que je m'entraîne par rapport à ça, tu vois. Et puis après, il y a un autre phénomène, c'est le côté aussi financier. Ouais. Alors je mets des sous de côté, tu vois, puis une fois que j'ai le budget, bah, je me lance. Ouais, ça coûte tu as à peu près combien une expé Bah, ça dépend de nous, tout le sommet, mais nous on s'en sortait entre 10 et 12 000 francs suisses, tu vois. ouais. Ouais, donc faut pouvoir quand même mettre de Ouais, mettre de côté quand même, parce qu'après il y a aussi un phénomène, quand t'es loin de moi, bah, il y a 2 mois où tu bosses pas, tu vois. ouais, c'est tout en fait un tu parlais de voyage avant, c'est tout en fait c'est un tout quoi. Voilà, exactement, ouais. Ouais. C'est une aventure qui fait que Ouais, le sommet, c'est la cerise sur le gâteau, mais c'est tout tu dois ce cheminement tu pour dois y tout arriver, organiser, tu vois. tout gérer Ouais, le reste pour y arriver. voilà, exact. Ok, c'est intéressant parce que moi je vois ça. Bah, maintenant je dois tout organiser pour progresser. Et Ouais, je sais que progresser c'est la cerise sur le gâteau quand il y a un progrès ou quand il y a une nouvelle chose. C'est cool. ouais, Mais c'est parce que avant il y a eu ça. ouais. Puis si j'ai pas ça. Ouais, puis je pense que c'est bien moi, en tout cas, ce qui me fait avancer, c'est d'avoir des objectifs, tu vois. C'est de me dire, si j'ai aucun objectif, je me glande sur le canapé, hein, je vais te dire, tu Je vois. pense qu'on est pareil. Tu vois. Tandis que tu as qu'on est envie tous d'aller pareils. faire un truc, comme toi, tu as fait cet été le truc en vélo, tu vois. Ben, tu sais que tu dois aller faire du vélo, de t'entraîner, et puis tu vois, c'est comme par exemple la patrouille des glaciers cette année, je m'étais inscrit à la patrouille des glaciers, moi la course en soi, ça m'intéresse pas, tu vois. Mais ce qui m'intéresse, c'est les sorties que je vais faire avec les copains, on va s'entraîner le soir, un coup on monte à la cabane Brunner, on va bouffer les spaghettis, un jour on a un congé ensemble, on dit, ah, si on allait se faire une virée en pot de phoque, tu vois, c'est tous ces trucs à côté qui... Ouais. Plus que c'est pas la course au record que tu Voilà. vas chercher, mais plus l'expérience. Exactement. Tandis que si je m'inscris pas à la patrouille, peut-être je vais pas faire ces sorties avec les copains d'entraînement à droite à gauche, tu vois. Ah ok. Tu vois, si je suis pas inscrit si j'ai pas mon objectif à la fin de la saison, ben je reste assis sur le canapé. Tandis que si j'ai mon objectif d'aller je sais que je dois aller m'entraîner, puis ça nous permet de nous organiser, c'est un peu une excuse pour nous nous donner du temps pour aller faire des combines. Ouais, tu fonctionnes vraiment à l'objectif quoi. Voilà.
Moi, c'est ça qui me fait aller en avant. Ouais. Et puis, toute autre question, c'est quoi ta plus belle expé ou ton plus beau souvenir de montagne ou même de vie en général ou d'expérience ou d'aventure Alors, ou de- une de mes plus belles expés, j'avais eu l'occasion, je ne me rappelle plus les dates, mais ça devait être 2001, 2002, par là, 2003, je sais plus. J'avais été essayer la façon du Janu avec Erhard Loretan, Uli Steck et puis Stéphane Sigrist. Et puis on était 2 Romans et 2 Suisses-Allemands. Et puis on voulait ouvrir une nouvelle voie dans cette face nord. Et puis c'était, malheureusement, on a peut-être 300-400 mètres sous le sommet, on a chopé aussi la tempête, puis on n'a pas pu faire le sommet. On est passé 2 mois et pour moi c'était quelque chose d'extraordinaire parce que Loretan, pour moi à l'époque, c'était mon idole, tu vois. Quand j'étais gamin, je regardais la télé, quand ils faisaient les 14-8000, tout ça. Et puis pour partir grimper avec mon idole, ça a été 2 mois où j'ai beaucoup appris et puis j'ai pu vraiment grimper dans la façon que j'aimais grimper, tu vois. Et ça, c'était une expérience incroyable. Ouais. Puis malheureusement, maintenant, même 2 copains, tu vois, que ce soit Uli et puis Erhard, malheureusement, ils sont plus là. Mais ça a été, ouais, c'était pour moi, je pense, un de mes meilleurs souvenirs. Ouais. Donc si quelqu'un te demandait est-ce que je dois partir faire des expéditions, parce qu'il y a toujours, tu vois, si tu parles encore de ça, ces risques de parvenir ou peu importe ce que tu fais dans la vie, tu dois prendre une décision. Si quelqu'un te dit est-ce que je veux faire ça, toi tu le boostes pour y aller ou qu'est-ce que tu pourrais lui dire Moi, je pourrais pas te dire non parce que j'ai toujours fonctionné comme ça, tu vois. Si t'avais, moi je finis tout le temps, je finis tout le temps mes interviews un peu avec cette question-là. Si t'as quelque chose à te dire, par exemple, à ton fils ou ta fille qui ont 17 et 14 ans, qu'est-ce que tu leur dirais pour se dépasser ou pour suivre leurs rêves ou pour être heureux ou je sais pas. Moi, je leur dirais il y avait une phrase que j'ai adorée, que Coluche disait: mon père, c'est le plus riche du cimetière. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'il faut profiter de faire des... Dans la vie, t'as beau emmagasiner beaucoup de sous, mais quand t'es dans la tombe, tu vois, c'est tous des instants que t'as pas vécu. Pour moi, la richesse de la vie, c'est, pour revenir comme on était avant, c'est des moments que j'ai partagés avec des gens, des souvenirs. Et ça vaut plus que l'argent, quoi. Et ouais. J'aimerais si je pouvais leur donner un conseil, c'est d'aller voyager, d'aller voir la beauté du monde. Et puis de profiter de faire un maximum ce qu'ils ont envie, quoi. Et se donner les moyens. C'est clair que malheureusement, si t'as pas de thunes, tu peux rien faire, tu vois. Si t'as pas d'argent, tu veux t'acheter un vélo, tu peux pas t'acheter de vélo, tu vois. Mais te donner les moyens. Si un jour t'allais faire envie d'aller faire un grand tour en vélo ou de faire un truc, c'est d'arriver à donner les moyens pour réaliser ses rêves. Ouais, c'est beau. C'est drôle parce que c'est souvent la même chose qui revient. Le premier épisode, c'était Jérémy Heitz. Après, j'ai eu Géraldine Fasnacht. Ouais. J'ai eu Jean Troyer. Ouais. Et puis toi. Et puis les 4 m'ont dit que le voyage, l'aventure, en fait, ou la découverte, c'était tout ce qu'ils pouvaient souhaiter de mieux, en fait. Et c'est drôle que ce soit chaque fois sans exception le même truc qui revient. Ok, ben tu vois. Pourquoi tu penses Je sais pas, mais comme tu dis, j'ai l'impression que, bon, par exemple, moi je suis suisse, j'adore mon pays, je trouve qu'on a une chance extraordinaire où on habite parce qu'on peut faire tout ce qu'on veut, tu vois. Demain matin, tu vas aller faire du vélo, tu vas faire du vélo, tu vas faire du parapente, tu vas faire du parapente, tu vas aller à la piscine, tu vas à la piscine, tu vas aller skier, tu vas aller skier. On a tout pour être heureux. Le problème, c'est qu'on a l'impression qu'on est les rois du monde puis qu'on habite au centre du monde, tu vois. Et je pense que c'est important d'aller voir qu'est-ce qu'il y a derrière. Moi, ce que j'aime aussi quand je fais de l'alpinisme, quand j'arrive au sommet, j'aime aller voir ce qu'il y a de l'autre côté de la montagne. De découvrir de nouveaux horizons, des nouvelles personnes, tu vois. Et puis j'ai eu la chance de pouvoir beaucoup voyager dans ma vie et je me suis rendu compte que des bons types, il y en a partout.
Ouais. Et ces gens-là, c'est ça, dans le voyage, c'est ça que j'aime, quoi. C'est la rencontre avec les autres, quoi. Merci à tous de nous avoir écoutés, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode et n'oubliez pas que le meilleur moment pour passer à l'action, c'est maintenant.